Bienvenue à ce journal, mesdames et messieurs, bonsoir. L'actualité de ce soir partira de chez le président Obiangema Mbasogo en Guinée équatoriale, mais ce journal a le bonheur de recevoir pour vous un nom qui est très connu dans le monde littéraire, mais bon, lui, c'est le petit-fils de celui-là. Il s'appelle Antoine Roger Bolamba, qui lui, aujourd'hui, est directeur exécutif et fondateur de DIMCOS d'un côté, mais aussi ASFAPOG de l'autre. Ce sont des acronymes, il va expliquer. Roger Bolamba, bonsoir. Bonsoir Eric. Ceux qui nous sont fidèles vous connaissent, vous êtes passé par chez nous, également la RTNC, et puis vous êtes envolé pour l'Europe et puis les États-Unis. Donc avec vous, on va parler de ce que vous êtes venu faire sur Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Alors on part à Malabo pour vous dire qu'arrivé dans la matinée, dans cette capitale, le président de la République de la RDC, donc Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pris une part active à la 26e session ordinaire de la conférence de chefs d'État et des gouvernements d'Afrique centrale au niveau de CEEAC, consolider les acquis de la réforme de la CEEAC pour accélérer l'intégration régionale et la construction d'une communauté et formuler un destin en Afrique centrale. C'est le thème choisi pour les assises de cette année 2025 qui se sont tenues dans la ville de Sipopo, située sur l'île de Bioko. Et le vice-premier ministre, ministre en charge de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation, Jacquemain Chabani Louko, a atterri aujourd'hui, plutôt hier, à Kolezi-Alissano, chef-lieu de la province de Lualaba, pour justement venir participer à la 12e conférence de tous les gouverneurs des assemblées provinciales de la République démocratique du Congo. Sur place, il a été accueilli par Fifi Masuka Saini, gouverneur de Lualaba, et avec lequel ils ont discuté. Suivez en image Mandi Kouyala. À son atterrissage au Lualaba, dans l'après-midi de ce samedi 7 juin 2025, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani Louko, a été accueilli par la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka Saini, le gouverneur de province et président des assemblées provinciales, présent à Kolwezi pour la 12e conférence de gouverneurs et autres. Après les honneurs militaires, le patron de la territoriale en RDC et sa suite ont été conduits vers la salle Jamad pour le début de la vulgarisation des textes légaux relatifs aux comités provinciaux et locaux de sécurité. Pour cette initiative, dont l'objectif est d'ancrer une approche de gouvernance sécuritaire de proximité, la formation a duré 3 jours. Plusieurs responsables nationaux et locaux, dont le maire, bourgmestre, administrateurs territoriaux, chefs coutumiers et tant d'autres acteurs de la territoriale y ont pris part active. À cette occasion, la gouverneure du Lualaba a salué l'engagement du gouvernement à travers la tutelle. Permettez-moi de saluer l'engagement constant du président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a fait de la sécurité l'un des piliers majeurs de son second quinquennat. Je lui rends à cette occasion mes hommages renouvelés pour sa détermination à consolider la paix, à restaurer l'autorité de l'État et à garantir la sécurité sur toute l'étendue du territoire national. La signature du décret numéro 22/44 du 6 décembre 2022 portant la création, organisation et fonctionnement de comités provinciaux et locaux de sécurité constitue une avancée majeure dans la mise en œuvre des mécanismes de gouvernance sécuritaire de proximité. Ces textes, ainsi que ces mesures d'application, traduisent de manière concrète la volonté du gouvernement de répondre à l'obligation constitutionnelle de garantir la sécurité des personnes et de leurs biens, ainsi que de préserver l'intégrité du territoire national. Le vice-premier ministre, Jacquemain Chabani Louko, a insisté sur l'importance de cette réforme qui responsabilise directement la population dans la gestion des enjeux sécuritaires de leurs entités. Cette grande réforme nécessite une meilleure connaissance, une bonne maîtrise et une stricte application par tous, acteurs étatiques et non étatiques, et cela à tous les niveaux, afin de contribuer efficacement à la restauration et à la consolidation de l'autorité de l'État. C'est pourquoi ces textes réglementaires de la gouvernance sécuritaire vont être vulgarisés sur l'ensemble du territoire national, pour faire en sorte que tout acteur étatique et non étatique, ainsi que l'ensemble de la population,
s'approprient la notion de la gouvernance sécuritaire à la base. La cérémonie s'est clôturée par la remise de brevets aux autorités territoriales formées au nouveau texte réglementaire. La gouvernance sécuritaire locale constitue la réponse au deuxième pilier du programme gouvernemental attaché à son appropriation nationale. Jacques Chabani prévoit d'étendre cette initiative aux 26 provinces. Après le Lualaba, une activité similaire sera organisée dans le Chopo. Entre-temps, il faut dire que vendredi dernier, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé la réunion des conseils des ministres à Kinshasa. Et justement, voici la teneur de ce qu'ils se sont dit lors de cette rencontre. Compte rendu de la 46e réunion du Conseil de ministres. Le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé ce vendredi 6 juin 2025 à la Cité de l'Union africaine, la 46e réunion du Conseil de ministres. 4 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication du président de la République, chef de l'État. 2. Points d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil de ministres. 4. Examen et adoption de textes. La communication du président de la République a porté sur 2 points principaux, à savoir de la récurrence des braquages et vols à main armée à Kinshasa. Le président de la République a commencé sa communication par la ville de Kinshasa, qui est confrontée à une recrudescence alarmante des braquages et des vols à main armée. Ces actes criminels, désormais fréquents et d'une audace préoccupante, se produisent en plein jour dans des quartiers résidentiels, sur les axes routiers principaux, à proximité de supermarchés et établissements publics. Ces phénomènes sèment l'insécurité, alimentent la peur au sein de la population et portent gravement atteinte à la quiétude des habitants ainsi qu'à la stabilité économique et sociale de la ville. Les incidents se multiplient au point qu'aucun mois ne s'écoule sans que les Kinois ne déplorent un cas de braquage. Des victimes sont parfois ciblées de manière violente jusqu'à subir de tirs lorsqu'elles résistent. Les derniers cas en date survenus le vendredi 30 mai 2025 a vu un groupe de criminels s'attaquer à des cambistes opérant sur le site de l'université de Kinshasa. Face à cette situation intolérable, le président de la République a rappelé l'impératif de rétablir l'ordre, la sécurité et la confiance des citoyens. À cet effet, il a instruit le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde-sceaux, le vice-premier ministre, ministre de la Défense, à mobiliser sans délai les services compétents pour mettre en œuvre une riposte vigoureuse, coordonnée et durable face à cette vague criminelle. Les mesures à mettre en œuvre devront inclure le renforcement des opérations de sécurité sur l'ensemble du territoire urbain de Kinshasa, des patrouilles intensifiées et une surveillance accrue dans les zones sensibles, en particulier durant les heures de pointe, l'augmentation visible des effectifs des polices, des policiers et militaires le long de grands axes dans les quartiers à risque et autour des zones commerciales, un durcissement de la répression et des poursuites judiciaires contre les auteurs de ce genre d'actes de banditisme, la poursuite de l'opération Ndobo, l'organisation de procès publics pour favoriser l'exemplarité et la dissuasion avec transfert des condamnés dans des prisons éloignées de leur milieu d'origine afin d'empêcher tout réseautage criminel. Antoine Roger Bolamba, vous êtes fondateur et en même temps directeur exécutif de ASFAPOG, African School of Family, et puis ça se poursuit. Comment est-ce que vous traduisez ça en français? C'est ASFAPOG, donc c'est le sigle de African School of Family Wellbeing Policy and Government. Ça veut dire? En anglais, ça veut dire tout simplement l'école africaine d'aide au gouvernement pour les questions du bien-être familial. Et quand on parle de bien-être familial, c'est un concept qui englobe 3 orientations, je peux dire. C'est l'accès à l'éducation des enfants, l'accès à la santé des enfants et l'accès à la protection, à la sécurité des enfants.
Alors justement, la République démocratique du Congo a besoin d'envoyer ses enfants, tous les enfants, de partout à l'école. Comment vous faites pour faire la bonne éducation à ces enfants, participer pour aider le gouvernement? D'abord, nous allons saluer le président de la République qui a pris l'initiative de la gratuité de l'enseignement. Parce que tout part de là. C'est la volonté du gouvernement, c'est la volonté du pouvoir décisionnel du pays qui a trouvé qu'il fallait que tous les enfants aient la même opportunité d'accéder à l'éducation. Ça, c'est encouragé. Nous, en tant qu'ONG maintenant, nous venons tout simplement appuyer, améliorer, à aider. Comment améliorer la politique d'accès à l'éducation. On doit l'affirmer que le président a fait un pas pour que l'éducation soit gratuite pour tous les enfants, l'éducation primaire, je voulais dire. Mais est-il que... Article 43 de la Constitution. Exactement. Mais vous allez remarquer que il y a quand même un certain nombre de moyens, bien de besoins encore qui continuent à se développer pour accompagner cette décision du président de la République. Et justement, le Congo est vaste aussi. Quand vous dites que vous devez appuyer le gouvernement, c'est bien, mais vous allez le faire où et particulièrement dans quel coin de la République? C'est une bonne question parce que le Congo est vaste et nous allons commencer quelque part. Nous allons commencer ici à Kinshasa. Mais notre souci, c'est que si la paix revient, nous allons penser rapidement à nos compatriotes qui vivent à l'est de la République. À l'est de la République qui est meurtri, et justement par rapport à ça, nous recherchons la cohésion. Et pendant la semaine, il y a l'un des opposants majeurs, Martin Fayulu Madidi, qui a formulé le vœu de rencontrer le chef de l'État et ça n'a pas traîné longtemps. Celui-ci a répondu favorablement et ils se sont vus un certain jeudi. Vous voyez en image ce qu'a été la rencontre entre le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et l'opposant Martin Fayulu Madidi. J'en appelle à un sursaut d'honneur et de responsabilité. Je veux vous voir. 72 heures après sa demande publique et la réponse du chef de l'État, la rencontre tant souhaitée a eu lieu ce jeudi au Palais de la Nation. Visiblement détendu, crâne bien rasé et tiré à 4 épingles, l'ancien candidat à la présidentielle 2023, Martin Fayulu, a monté les marches les unes après les autres du Palais de la Nation jusque dans la mythique salle des ambassadeurs. Le président de la République. C'est par ces chaudes accolades que le chef de l'État a ouvert son entretien à cœur ouvert selon ses propres termes avec son hôte. Pour cette rencontre, les leaders délécidés et coordonnateurs de la Mouka étaient accompagnés de son premier cercle, à savoir Devos Kitoko, Prince Epengue, Alex Ndende et Chantal Moboni. De son côté, le chef de l'État était assisté par son directeur de cabinet, son directeur de cabinet adjoint, son conseiller spécial en matière de sécurité et du coordonnateur du Conseil présidentiel de veille stratégique. À l'issue de près de 2 heures d'échange, le patron délécidé a répondu aux questions de la presse en annonçant sa solution face à la menace de balkanisation. Nous n'avons pas 36 solutions. Nous devons créer un camp de la patrie. Donc les gens qui luttent pour leur pays. Et donc pour cela, avec toutes ces crises que nous avons, crise sécuritaire, crise sociale, crise politique, la solution c'est un dialogue. Donc je lui ai demandé de tout faire pour rencontrer les évêques de la Cinco et les pasteurs de l'ECC pour discuter afin de voir ce pacte social qu'il propose, comment est-ce que nous pouvons le mettre en avant. Donc il m'a compris et il va donner sa réponse très rapidement. Vous parlez du camp de la patrie et si la patrie exigeait que vous soyez vous-même un acteur, vous êtes prêt aujourd'hui à rejoindre les institutions pour qu'ensemble vous puissiez justement cogiter pour trouver des solutions? Ce point-là n'a pas fait l'objet de nos discussions. C'est depuis la rencontre de l'opposition à Genève en 2018 que les deux personnalités avaient rompu leur collaboration. Depuis lors, le chef de file délécidé est devenu un farouche opposant au président Félix Tshisekedi. Cette rencontre du Palais de la Nation fera peut-être passer le duel en un duo pour l'intérêt supérieur de la nation. Qui l'eût cru? Rencontre au sommet, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État et l'opposant Martin Fayulu Madidi, une image qui restera dans les annales. Au niveau de ASFAPOG, parlant justement de l'éducation, qu'est-ce que ça vous inspire cette image et pour l'éducation de nos enfants? Eric, il faut dire que c'est une image éloquente. La rencontre du chef de l'État avec Martin Fayulu, comme président de l'ECD, ça nous inspire beaucoup. En réalité, la communication au sommet de l'État ou bien au niveau du leadership
politique en RDC devait se passer comme ça. La communion, la communication, la réconciliation, l'intercommunication, la compréhension mutuelle sur le plan politique entre acteurs, ça pourrait résoudre beaucoup de problèmes, même sur le plan éducatif des enfants. Un peu comme pour dire que notre population doit suivre cet exemple pour vivre en Absolument, frères et sœurs. surtout au niveau de la base, au niveau des partis politiques, au niveau de nos assemblées, des associations. Développons la communication, le dialogue et la paix. Ça sauvera le pays. Alors justement, votre ONG là, ASFAPOG, qu'est-ce qu'elle fait pour, par exemple, le domaine de la santé? Vous comptez appuyer le gouvernement comment? Nous allons appuyer le gouvernement sur le plan de nos réflexions. C'est-à-dire, nous sommes en train de voir le besoin, la demande, les statistiques, comment ça se présente, sur comment les familles et les enfants ont accès à la santé, par exemple. Et ce n'est pas facile, les besoins est criant. Et je développe encore la pensée à nos compatriotes qui vivent à l'est de la République. Voyez, et nous, qu'est-ce que nous pensons? Nous allons appuyer le gouvernement. Voir comment est-ce qu'il faudrait développer, changer, améliorer la politique d'accès à la santé. Et lorsque vous dites appuyer, ça sera sur le plan juste de la réflexion, ça sera sur... Nous commencerons sur le plan de la réflexion. Vous allez voir que nous allons commencer à organiser annuellement ce que nous appellerons ASFAPOG 26, ASFAPOG 26, je voulais dire, ASFAPOG 27, ASFAPOG 28. Donc, chaque année, nous allons produire des réflexions et des idées qui vont aider le gouvernement à améliorer sa politique d'accès à l'éducation, à la santé et à la protection. Alors, puisqu'on connaît beaucoup de problèmes de la santé notamment, avez-vous déjà pu faire quelque chose à propos pour appuyer justement le gouvernement? Jusqu'à présent, nous sommes en train de mener un certain nombre d'études. D'ailleurs, si Dieu le veut, nous allons commencer par une clinique érigée, une clinique à Kinshasa, et ça sera à Kikimi. Parce que nous allons mener des enquêtes et nous sommes encore en train de mener des enquêtes pour voir quels sont les besoins immédiats de la population locale, pour voir comment ériger quelque chose qui pourrait les aider. C'est un projet pilote pour nous, pour voir déjà comment commencer à nous faire voir, à voir comment est-ce qu'on peut aussi, sur le plan des actions, accompagner le gouvernement au lieu de rester sur le plan des textes tout simplement. Et justement, vous avez aussi parlé de votre appui au niveau de la protection. La protection fait penser à la sécurité. Là aussi, on a beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes, vous voyez le besoin. Comment est-ce que, je reviens encore à l'Est de la République, comment nos enfants, même ici, comment nos enfants parfois se retrouvent sans protection. Avec la crise, quand je parle de la protection, il ne faut pas voir seulement la protection sur le plan physique, mais il faut voir aussi l'accès à l'eau potable, par exemple. Est-ce que tous nos enfants ont l'accès à l'eau potable? Accès à la nourriture. Est-ce que notre nourriture, nos enfants sont bien protégés sur ce plan-là? Vous voyez, parfois nous tombons malades, bien nos enfants tombent malades, bien nos familles tombent malades, parce que nous ne sommes pas protégés sur le plan de l'eau à boire, de la nourriture à manger et même du logement, comment nous sommes en train de dormir. Et c'est ce qui fait que par moment, il y a fuite des cerveaux, hélas. Et on parle de l'acquisition de passeports biométriques. Il n'y a pas longtemps, cette semaine, le 5 juin, le chef de l'État, le tout premier de tous les Congolais, a obtenu son passeport biométrique au niveau du ministère des Affaires étrangères. On suit en image ce qu'a été cet événement avec Sylvain Kapombo Bosengele. C'est dans un des bureaux du ministère des Affaires étrangères installé dans l'enceinte de l'Institut national des arts, INA, situé au croisement du boulevard Triomphal et avenue Kassavubu, que le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a reçu son nouveau passeport biométrique imprimé avec des données non visibles à l'œil nu. Bien avant la réception, il a bénéficié des explications au sujet du dit document permettant aux Congolais d'effectuer librement leur voyage à l'étranger. Excellence, ces nouveaux passeports biométriques contient des données invisibles. Très bien. Ces données invisibles à l'œil nu, mais avec une lumière noire, vous pouvez voir ça. Vous voyez l'emblème de la RDC. Ouais. Et il y a le filigrane qui est ici, qui n'est pas visible à l'œil nu. C'est ça. Mais avec cette lumière noire, vous voyez, il y a le filigrane. Qui se voit. Voilà. Et ce passeport est accompagné par Emmanuel. Ok. Et voilà, Excellence, au nom de son Excellence, Madame la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, je vous remets ces nouveaux passeports biométriques. Merci beaucoup, monsieur. Les passeports est un document de souveraineté nationale. Ces documents identitaires qu'un citoyen présente aux frontières à l'étranger ne peut pas être imprimé ou être reproduit partout si ce n'est qu'à la centrale.
parce que c'est seulement en République démocratique du Congo qu'il doit être produit pour éviter toute tentative de falsification, a dit M. Christian du ministère des Affaires étrangères, qui répondait à la question des journalistes sur l'exclusivité des reproductions des passeports au Congo-Kinshasa. Antoine Roger Bolamba, vous avez vu, hein, vous avez martelé sur le mot protection et vous avez fait allusion aux enfants. Il s'agit de quelle catégorie d'enfants? Nous parlons ici des enfants premièrement, de tous les enfants, mais spécialement des enfants qui ont des besoins spéciaux. Les enfants qui ont des besoins spéciaux ici, nous voyons les enfants qu'on appelle ici les Kizengi, les Babalou, les enfants qui ont développé plus de, comme on dit, plus de 46 chromosomes. C'est-à-dire les enfants qui... Alors généralement, on a 23 de N chromosomes. Voilà, ils ont développé un peu plus que ça. Alors, qu'est-ce qui fait qu'ils sont un peu comme les Kizengi, comme les retardés mentaux. Et puis, généralement, dans notre société, ce sont des marginalisés. Dans certaines familles même, on les taxe d'être sorciers et on les maltraite. Alors qu'on ne devrait pas les taxer. On ne devrait pas les taxer de sorciers. Oui. Ce sont des êtres humains. Ils ont des droits comme tout le monde. On doit les respecter. On doit leur donner accès à l'éducation comme tout le monde, accès à la santé, à la protection. On doit même aussi leur donner du travail. S'ils terminent, ils doivent suivre des formations pour travailler. C'est-à-dire un enfant qui est Kizengi, qui est Babalou, qui ne se retrouve pas, ce n'est pas une raison pour les marginaliser. À l'étranger, nous avons découvert que ces enfants-là travaillent et ils sont payés, ils prennent en charge leur famille, mais en étant dans cet état-là. Et vous refusez de donner du travail à quelqu'un qui est enfants avec des besoins spéciaux comme les Kizengi et les Babalou. En tout cas, vous êtes traduit en justice. Mais généralement ici chez nous, c'est peut-être l'église catholique ou l'église protestante ou un peu le musulman. Mais d'où vous est venue cette ambition que de pouvoir leur venir en aide? C'est quand même louable ce que vous faites. Effectivement, nous sommes nés et grandis ici au Congo. Nous avons vécu un peu à l'étranger. Nous avons vu que, mais écoutez, comment est-ce qu'on peut retrouver ces enfants avec des besoins spéciaux en train de travailler, être payés, aller à l'école, étudier comme tout le monde, manipuler la nouvelle technologie et toutes ces choses, ils connaissent tout, ils travaillent bien. Mais comment est-ce que chez nous, ces enfants-là sont taxés des sorciers, marginalisés, rejetés, abandonnés dans des familles? On pourra aider le gouvernement à améliorer sa politique dans le sens de la prise en charge de ces enfants-là. Et surtout inviter notre population à anoblir la perception vis-à-vis de ces enfants-là qui sont aussi nos frères. Évidemment, la perception doit changer. On doit changer notre représentation de regarder cette catégorie de personnes parce que ce sont des personnes qui ont des droits comme tout le monde. Exactement. Et le président du Sénat congolais, Jean-Michel Samalukonde Kyenge, a reçu son homologue du Congo d'en face, M. Pierre Ngolo, en séjour privé à Kinshasa. Et tous les deux ont parlé de relations bilatérales entre le Sénat congolais de Kinshasa et le Sénat congolais de Brazzaville. Suivez avec John Gomba et Ave Maria. Le président du Sénat de la République démocratique du Congo, Jean-Michel Samalukonde, a accordé une audience ce samedi 7 juin dans son cabinet de travail au Palais du Peuple à son homologue, le président de la Chambre haute du Parlement de la République du Congo-Brazzaville, Pierre Ngolo, qui a séjourné à Kinshasa du 5 au 7 juin pour prendre part à titre privé aux obsèques de sa cousine qui avait choisi la RDC comme seconde partie. Faisant le point de cette rencontre devant la presse au sortir de l'audience, Pierre Ngolo a insisté sur l'importance des relations entre les deux rives du fleuve Congo. Il a souligné la proximité et la force des liens entre les peuples de Kinshasa et de Brazzaville, appelant à renforcer cette fraternité. Ce moment a été l'occasion de réaffirmer notre volonté d'œuvrer ensemble pour que les deux capitales soient solidaires dans les moments difficiles, a-t-il indiqué. Ceci avant de souligner que lorsque l'une des rives est touchée, l'autre doit également ressentir l'impact, faisant sans nul doute allusion à l'agression dont la RDC est victime de la part du Rwanda, agissant sous les couverts de ses supplétifs du M23 AFC. Bien que les parlements n'aient pas un rôle déterminant, ils doivent jouer un rôle important dans ces processus de solidarité et d'amitié entre les deux nations. L'objectif est de garantir que les relations entre les peuples restent solides et fraternelles, a conclu Pierre Ngolo. Après ces images de deux présidents de Sénat de deux Congos voisins, on prend encore Antoine Roger Bolamba. Vous êtes fondateur d'une autre initiative qu'on appelle DIMCOS, c'est un acronyme plutôt, Dynamique multisectorielle de communication sociale. Mais là, c'est vaste encore une fois parce que vous dites
éducation des électeurs, l'action civique, politique, culturelle et même morale. Mais c'est vaste, comment ça va se passer? C'est vaste, bien sûr, Eric, mais nous allons comprendre la DIMCOS, c'est d'abord le sigle de la dynamique multisectorielle de communication sociale. Et en tant que tel, nous tous, nous connaissons, quand on parle de la communication sociale, on voit toute l'implication des médias, bien des moyens de communication sociale en général, pour la transformation positive des comportements des citoyens. Et nous avons pris seulement cette stratégie pour l'appliquer à l'éducation, à l'action civique, culturelle, politique et morale des électeurs congolais. En d'autres termes, nous serons en train, en tant qu'ONG, de produire des messages susceptibles d'aider nos électeurs à améliorer leur comportement sur le plan civique, politique, culturel et moral. Et quand vous parlez d'électeurs, il y en a de partout à travers le pays. Comment vous allez vous y prendre? Parce que là, nous avançons vers les échéances qui vont arriver. Nous allons arrêter un certain nombre de stratégies, parmi lesquelles, comme je vous ai dit, nous allons travailler avec les médias. Quand je parle des médias, je vois aussi des journalistes qui seront notre intermédiaire, notre tremplin. Nous ferons donc de la communication à double étage, comme on dit. On va utiliser des leaders d'opinion, en commençant par des journalistes, pour atteindre la base et la population et voir comment est-ce qu'on peut passer aussi dans des écoles, dans des organisations et dans des structures pour former des électeurs. Former les électeurs, ça passera assurément par le média. Et au niveau de l'Assemblée nationale congolaise, les élus ont auditionné le rapport annuel du CESAC, entendez, Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, aujourd'hui dirigé par Christian Bossembe Lokando. Je me lève non pas pour juger, ni pour condamner, mais pour interpeller. Car l'histoire retiendra que nous avons vu, que nous avons su, mais que nous avons laissé faire. Cela fait plus de 30 ans que notre nation vit dans la peur, dans la désolation, dans une fracture profonde de son âme collective. Et pendant ce temps, dans les réseaux sociaux, dans nos émissions, dans nos plateaux de télévision, dans nos chansons, dans nos sketchs, on rit, on se moque, on rigole, on relativise la douleur, on ridiculise les morts. Où est passée notre conscience collective? Où sont nos limites? À quel moment nous avons accepté que tout soit permis, que plus rien ne soit sacré, que tout soit objet de dérision, de buzz ou de gain politique? À quel moment avons-nous accepté cela? Je pense que tout le monde ici a suivi tout sauf un rapport, mais plutôt un discours militant d'un homme qui croit apprendre au peuple congolais et aux députés que nous sommes, quel est le bien et quel est le mal. Page 30. Invitation du bureau à l'honorable Moukebaï pour avoir tenu des propos injurieux contre Christian Bossembe. Vous-même, est-ce que vous étiez devenu juge parti dans cette affaire-là? Ce président qui se prend pour le responsable de la Gestapo en République démocratique du Congo se croit dans le droit de suspendre les droits de la population. C'est vrai que notre pays est en guerre. C'est vrai que nous sommes occupés par les forces du mal. Faudra-t-il que nous puissions ignorer que les lois ont été votées dans cette salle, promulguées par le chef de l'État? Ces lois-là doivent être appliquées. Je voudrais également me rassurer que le document que nous avons reçu, qui démontre à suffisance et qui est signé par 9 membres sur 15 de son conseil, l'accusant d'avoir traîné devant le conseil de cybersécurité 3 des membres du conseil pour s'être opposés ou avoir demandé des explications sur sa gestion. Le dernier acte en date. Et cet acte-là, je lis, arrête. Sont suspendues sur toute l'étendue du territoire national les activités du parti politique 1 en sigle. Comment 1 en sigle? Mais on nous a dit qu'il ne faut plus citer les noms de... Je voudrais également demander au président du CESAC si la lettre signée par 6 membres sur 15, normalement c'est droit à 1/3, est-ce que ces documents sont-ils authentiques ou pas? Et la semaine sera également marquée par le briefing co-organisé par le ministre national de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya Katembwe, et le porte-parole de FARDC, Forces armées de la République démocratique du Congo, le général-major Efomi et Kenge. Suivez comment est-ce que cet homme des armes a expliqué la nécessité de respecter les cursus au sein de l'armée nationale. Un militaire n'a pas de communauté, effectivement. Moi, c'est ce que j'ai appris depuis les centres d'instruction, à travers les écoles militaires, à travers ma vie professionnelle. C'est ce que moi j'ai appris.
le militaire n'a pas de communauté. Le village, le secteur, la chefferie, le territoire, la province, la communauté du militaire, c'est la République démocratique du Congo, point barre. Et je vais ajouter quelque chose. La loi est claire là-dessus. Le militaire n'a pas de syndicat. Le militaire n'a pas de syndicalistes. Alors, il ne faudrait pas que les gens se constituent en communauté pour défendre un militaire et raconter des histoires dans les réseaux sociaux. Puisque le syndicat des militaires, c'est son chef. C'est sa hiérarchie. Celui qui défend le militaire, c'est sa hiérarchie. Mais ce n'est pas vous. Ce n'est pas votre communauté. J'ai vu la levée, le bouclier des communautés lorsqu'on a arrêté certains officiers. Non. Ça, c'est inciter les militaires à commettre des actes contraires à la loi et à la discipline. Et cette attitude-là est punissable par la loi. Il faut dire qu'au niveau de fonds forestiers, l'on se réserve le droit de traduire en justice les auteurs de la campagne de diffamation dont il est victime dans le but de ternir l'image de cet établissement public de la République démocratique du Congo. En effet, en date du 3 et 4 juin 2025, deux médias en ligne, à savoir le Dialogue.cd et les journaux, ont publié des fausses informations faisant état d'un prétendu détournement de 33 millions de dollars américains, accusant à tort Hassani Ongala Hassan, DG ad intérim de cet établissement public, par manque de vision managériale de ses nouveaux dirigeants. Les FFN, une foire à cancre, avait renseigné les 10 médias en ligne. Toutes ces accusations ont été fausses, a dit le chargé des communications de FFN, Arnaud Carlos Mbolekouni, qui est ici au micro de Patricia Molengo. À cet effet, le Fonds forestier national note et constate avec amertume et regret que les deux articles se sont caractérisés par des affirmations gratuites, diffamatoires et mensongères qui révèlent leurs intentions de nuire à l'image du fonds ainsi que de son directeur général ad interim. Face à cette campagne orchestrée par des personnes bien identifiées et animées de mauvaise foi, et dans le souci d'éclairer l'opinion publique, le Fonds forestier national donne des précisions suivantes. L'actuel directeur général AI du Fonds forestier national n'a pris ses fonctions comme titulaire que le 27 janvier 2025. Sa gestion est encadrée d'une équipe des inspecteurs des finances, de l'inspection générale des finances qui est en mission officielle, des contrôles a priori pour 3 mois. Toute dépense requiert donc une validation des 10 inspecteurs avant d'être exécutée. À l'heure actuelle, parler du détournement des fonds au Fonds forestier national est une véritable chimère. Par ailleurs, ici est de signaler que le contrôle de la Cour des comptes, dont le rapport préliminaire se trouve auprès des autorités compétentes, concerne la période allant. Profite de cette occasion pour annoncer les poursuites judiciaires contre les auteurs et les participants de cette campagne de diffamation qui tentent de ternir son image. Antoine Roger Bolamba, au niveau de dynamique multisectorielle de communication sociale, vous parlez également de l'action civique, c'est-à-dire le civisme, le bien à faire et le mal à éviter. Mais de plus en plus dans notre communauté, facilement, au lieu de vivre en frères et sœurs pour la cohésion, mais on se diabolise mutuellement, on se neutralise. Alors comment est-ce que vous allez faire? Parce que le sujet est aussi vaste. C'est la production des messages pour justement dissuader, changer le comportement des citoyens par rapport à ce genre d'attitude. Vous y croyez rien que par la production de messages? Nous, la communication, mon frère, vous savez, vous avez illustré une image ici de la rencontre du chef de l'État avec Martin Fayoulou. C'est de la communication.
je ne vais pas seulement parler de la communication politique, c'est la communication qui peut résoudre tous les problèmes que nous avons ici. Même si nous sommes en guerre, même si nous avons des problèmes ici, c'est parce qu'il y a absence de la communication. Et moi, je pense que nous, notre travail, au sein de la dynamique ministérielle des communications sociales, c'est produire des messages qui favorisent la cohésion sociale, qui favorisent la paix, qui favorisent, si vous voulez, le dialogue. Et au fur et à mesure que nous allons marteler, vous voyez, ce genre de communication, ça pourra aider, en utilisant les médias, à changer le comportement des citoyens. Nous croyons en cela. Justement, alors, parce que là, vous avez aussi épinglé le volet culturel. Et dans celui-là, vous allez prendre... Le volet culturel, c'est vraiment ce qui est entré, ce qui est devenu comme une habitude dans notre pays. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui pensent que la corruption, il faut vivre de cela. Ça devient culturel, ça devient comme ancré dans les habitudes. Voyez, je vous donne un petit exemple, je ne vais pas m'attaquer à certains gens, mais il y a des gens, s'ils ne trompent pas, il n'est pas à l'aise. Et même dans son entourage, il y a des gens qui peuvent te dire que mais Yosa Moutouté, est-ce que c'est toi qui vas changer le pays? Tu dois mentir pour voir que tu as fait quelque chose. Mentir est un mal. Alors, rien que par la production de messages, on peut dissuader certaines personnes à ne pas mentir, par exemple? Bien sûr que oui. C'est-à-dire qu'en martelant un certain nombre d'informations, de messages, ça pourra transformer les comportements des gens. Vous ne trouvez pas qu'il faut adjoindre à la production de messages la punition aussi? Ah, là, c'était notre travail. Ce n'est pas notre travail. Nous nous limitons à ce niveau-là et la justice et la sécurité peuvent faire son travail aussi. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Je crois que vous avez compris. Nous avions reçu pour vous Antoine Roger Bolamba. Il porte le nom de son grand-père, qui sonne très grand dans le monde culturel. Antoine Roger Bolamba est fondateur et initiateur, même directeur exécutif de 2 ONG. Il s'agit des ASFAPOG d'un côté et puis DIMCOS de l'autre. Il a parlé de la manière dont il pense produire des messages essentiels à pouvoir cimenter la nation pour que nous puissions abandonner le mal et faire le bien et développer ce pays. Merci d'être venu, monsieur Antoine Roger Bolamba. Merci beaucoup. Et mesdames et messieurs, ça n'est terminé pour aujourd'hui. Bon début de semaine dans vos familles et au revoir.